Donc, je m'appelle Léla Pénémeux, je suis interne de 4e semestre de Des-Arts. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la place des AINS dans la chirurgie bariatrique, donc un staff un peu en continuité avec celui de Rachel. On va commencer par un cas clinique. Vous avez endormi Madame K, qui a 53 ans, pour une gastrectomie. Elle a comme antécédent principal une HTA et une cardiopathie ischémique stentée, avec 50% de FEVG à sa dernière écho. En termes d'anti-inflammatoire, qu'est-ce que vous lui mettez entre un coxib, un AINS standard ou rien du tout? Qui mettrait un coxib à main levée? Qui mettrait un AINS standard? Et qui mettrait rien du tout? Effectivement, moi quand je suis arrivée avec Claire, j'ai remarqué qu'on utilisait des inhibiteurs sélectifs de COX-2 pour le PEROP des chirurgies bariatriques. Avec le rationnel que les AINS standards augmenteraient le risque de saignement, notamment digestif, après une chirurgie bariatrique. Et il y a une dichotomie avec le fait que les coxib, ils ne sont pas recommandés chez des patients qui ont des antécédents athérothrombotiques, donc par exemple comme la patiente d'avant. Et le sujet de mon topo, ça va être un peu de voir ce que dit la littérature à ce sujet actuellement. Donc en tout cas, l'ASFAR, avec recours de l'ASFAR de 2016 sur l'analgésie péropératoire, recommande d'utiliser un AINS qui soit sélectif ou non sélectif, standard, avec de la morphine en l'absence de contre-indication. C'est un niveau de preuve assez élevé, avec une littérature abondante et de bonne qualité qui s'appuie sur ces recos. Surtout chez nos patients obèses, chez qui on sait qu'il y a une accumulation de morphine, qui sont beaucoup plus sensibles à la détresse respiratoire liée aux morphines. Et dans le contexte de réhabilitation, on veut que nos patients sortent vite et bien de salle de réveil pour pouvoir remarcher vite et récupérer plus vite. Il y a une étude sur laquelle on s'appuie souvent pour parler de l'importance des AINS. C'est l'étude de Valeria Martinez de 2017, qui a été publiée dans le VGA, qui parle chez des patients avec une chirurgie majeure, type ça va être digestif, ortho et gynéco, et qui avait une PCA de morphine au décours de ces chirurgies, de la place des antalgiques non morphiniques. Il y a quand même 135 études incluses dans cette méta-analyse, et on voit que les AINS étaient les antalgiques les plus utilisés, les plus étudiés, et on voit que ce soit les inhibiteurs de COX-2 ou les AINS, pris de manière individuelle, on a quand même une réduction de morphine, donc c'est un des critères du jugement principal, une réduction de morphine de 13 mg. Et dans le cadre d'une analgésie multimodale, quand on associe au moins l'AINS à un autre antalgique, par exemple le paracétamol, on avait jusqu'à 23 mg de morphine en moins, ce qui est quand même des chiffres assez conséquents quand on sait l'impact que peut avoir la prise de morphine chez les patients obèses. Maintenant, j'aimerais revenir un petit peu sur le mécanisme d'action des AINS pour vous parler un peu de leur mécanisme lésionnel. Les AINS reposent sur l'inhibition des cyclooxygénases. Les cyclooxygénases servent à métaboliser l'acide arachidonique en thromboxane ou en prostaglandine. Les prostaglandines qui ont un rôle, comme on le sait, en tant que médiateur de l'inflammation, sur la douleur, sur la fièvre. Il y a une autre voie de l'acide arachidonique qui est la lipooxygénase, avec la formation de leucotriène qui a aussi son importance dans le mécanisme lésionnel. Et enfin, on a deux types de cyclooxygénases, les types 1 qui sont présents de manière constitutive et qui ont un rôle surtout du niveau de protection gastrique, et les types 2 qui sont inductibles et qui ont un rôle en termes de médiateur de l'inflammation. Le mécanisme lésionnel des AINS, d'une part, on a via l'inhibition des COX-1 déjà un détournement, comme je vous ai montré sur le schéma d'avant, vers la voie des leucotriènes, les leucotriènes qui ont une action pro-inflammatoire, qui ont vraiment un rôle ischémique sur la muqueuse gastrique. On a un rôle avec l'inhibition des COX-1 qui entraîne une diminution des prostaglandines gastriques. C'est un peu plus précis sur le schéma de droite. On voit que les diminutions des prostaglandines gastriques entraînent une diminution de la synthèse de bicarbonate et donc une acidification de la muqueuse gastrique. Et tout ça favorise en plus la perméabilisation membranaire avec un effet direct cytotoxique des AINS qui entraîne une nécrose et une apoptose sur les cellules épithéliales gastriques, tout ça favorisant les gastrites et les lésions d'ulcères. Maintenant, quand on parle de saignement après une chirurgie bariatrique, de quoi est-ce qu'on parle vraiment? En fait, tout dépend de la temporalité. Il y a des saignements précoces qui surviennent dans les 30 jours après l'intervention, en fait, qui sont plutôt dus à des techniques chirurgicales, avec
des lésions dues à des techniques, à des lésions des vaisseaux ou alors à des agrafes, à des sutures. Là, en fait, la place des INS est pas complètement prouvée. C'est plutôt technique chirurgicale et c'est ce dont je vais vous parler principalement aujourd'hui. Et après, il y a les saignements tardifs qui surviennent à minima un mois après l'intervention et dont la principale cause, c'est un ulcère marginal. L'ulcère marginal, moi je ne savais pas du tout ce que c'est avant de faire ce stage, c'est un ulcère qui se forme au niveau de la jonction gastro-jejunale après une chirurgie bariatrique, principalement les bypass gastriques. On n'est pas vraiment sûr qu'il y ait la même physiopathologie dans les sleeves. Là, la place des INS est quand même assez prouvée, mais il y a d'autres facteurs de risque, notamment le tabac, qui a une importance au moins équivalente, si ce n'est plus importante, que les INS. Et donc, pour vous montrer sur le zoom, ça se situe ici, l'ulcère marginal. Donc, effectivement, on parle donc, dans les saignements un peu tardifs de la place des INS dans la formation des ulcères. Mais à partir de quelle exposition? C'est aussi ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a cette étude rétrospective suédoise multicentrique qui s'est posé la question en fonction de la survenue des ulcères, en fonction de la prise d'INS. Donc, ils ont utilisé un système qui s'appelle la dose définie journalière, la DDD, qui est une technique de l'OMS pour un peu homogénéiser la prise et de la manière de noter la quantité de prise, qu'on peut approximer en fonction du nombre de prises par jour, enfin du nombre de jours de prise, pardon. Et c'est assez intéressant de voir dans cette étude, qui est quand même d'assez grande ampleur, puisqu'il regroupe 40 000 patients, et dans 90% des cas, c'était des bypass, et dans 10% des sleeves qui sont toujours un peu moins étudiés dans la littérature. Et on voit que là, les patients recevaient quand même beaucoup d'INS, puisque malgré que ce soit plutôt un antalgique qui est non conseillé après une chirurgie bariatrique, on voit qu'il y a près d'un quart des patients qui avaient plus de 100 DDD, donc on peut approximer à plus de 3 mois de prise d'INS sur la durée de l'étude qui était quand même de 17 mois, donc ça fait quand même une prise importante. Dans cette étude, le critère de jugement principal, c'était la survenue d'ulcère, qui était donc de 1,9% pour les bypass et de 0,2% pour les sleeves. Et ils ont l'avantage, ils ont eu l'intelligence de faire une analyse en sous-groupe en fonction justement de ces fameuses DDD, donc de quantité d'INS pris. Et on voit ici que pour une durée de prise d'INS de moins de 30 jours, donc de 0 à 30 jours, en fait, on n'a pas vraiment de surrisque d'ulcère, parce que là, on a un autre ratio à 1,45 avec un intervalle de confiance qui inclut pas 1, donc qui serait plutôt en faveur d'une utilisation ponctuelle des INS, qui est recommandée d'ailleurs, dans ces cas-là. Par contre, pour les prises de plus de 30 jours, on a une augmentation avec un autre ratio jusqu'à 1,7 pour plus de 100 DDD, donc plus de 100 jours d'exposition. Sachant que, par exemple, le tabac a été aussi étudié dans une autre étude, c'était autour de 1,8, donc c'est assez similaire. Donc moi, ce que je peux retenir de cette étude d'assez bonne ampleur, c'est qu'il n'y a pas de surrisque d'ulcère en cas d'une utilisation ponctuelle d'INS et a fortiori de moins de 30 jours. Maintenant, la place des INS dans le saignement post-opératoire. C'est une méta-analyse qui est assez récente, qui date de 2021, qui a inclus près de 70 études et qui avait un critère de jugement principal composite avec les transfusions après une chirurgie. Et on voit qu'il n'y a pas plus de transfusions après une chirurgie, c'est que des chirurgies majeures lorsqu'il y a une prise d'INS. Un autre de leurs critères, c'était la reprise au bloc opératoire pour saignement. Là, pareil, on n'a pas plus de reprises avec un petit P qui est non significatif. Et la même chose pour les hématomes sur le site opératoire. Pas plus d'événements dans le groupe INS. Sachant que dans cette méta-analyse qui a quand même près de 70 études, il y a 12 types d'INS qui ont été étudiés, des analyses en sous-groupe qui ont été faites en fonction du type d'INS et en fonction de la chirurgie, qui montraient tous les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus de ces complications. Donc des études qui sont quand même plutôt rassurants dans la prise ponctuelle, encore une fois, d'INS. Maintenant, pour se pencher un peu plus sur la chirurgie bariatrique, en fait, il y a assez peu d'études qui se sont intéressées à la prise des INS dans la chirurgie de type bypass ou sleeve. Alors, en tout cas, il n'y a pas d'essai contrôlé randomisé qui se posait vraiment spécifiquement cette question. Il y a plusieurs cas de contrôle, donc notamment celui-là qui est assez intéressant du fait de ses critères de jugement principal. C'est une petite étude qui a 270 patients avec un groupe qui venait de l'Hôtel-Dieu avec des INS systématiques lors de la prise en charge de leur patient bariatrique en péropératoire
et un groupe où c'était proscrit. Ils étaient identiques en termes d'analgésie, c'était des patients qui avaient de l'évoque et qui n'avaient pas d'accupant, sans vous expliquer pourquoi, en post-op, et ils avaient les mêmes facteurs de risque de saignement, c'est-à-dire le tabagisme, le diabète, le poids avant l'intervention, et on voit qu'on n'a pas plus de complications chez les patients qui ont pris des AINS. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans cette étude, justement, c'était sur le critère de jugement secondaire. On voit que les patients qui ont pris des AINS ont moins de morphine. Ils ont 5 mg de morphine en moins, en moyenne, quand ils ont pris des AINS. Vous pouvez me dire que ce n'est pas très cliniquement pertinent, mais en fait, si, puisque un des autres critères de jugement secondaire de cette étude, c'était la durée d'hospitalisation en salle de réveil. Combien de temps ils restaient en salle de réveil? Et dans ce cas-là, il y avait près de 80% des patients qui restaient moins de 2 heures en salle de réveil versus 50% dans le groupe qui ne prenait pas d'AINS. Avec toutes les limites que ça implique, puisque c'était 2 hôpitaux différents, donc ils n'ont pas les mêmes protocoles, mais c'est quand même un signal en faveur d'une épargne morphinique qui a un impact sur les patients. Il y a cette méta-analyse dont je vais vous parler, qui est la seule un peu qui s'est posé la question des AINS, de leur sécurité, de la chirurgie bariatrique. Je suis désolée parce qu'elle n'est pas de très bonne qualité, elle a juste le mérite d'exister et d'être récente. Elle inclut que 6 études malgré un algorithme de recherche large, 3 bases de données, donc ça prouve que ce n'est pas non plus un sujet si fréquemment étudié que ça. Elle étudiait 2 choses principalement dans ses critères de jugement secondaire. D'une part, les nausées et vomissements post-op, avec prise d'AINS, donc là qui était de 21%. Mais en fait, ce n'est pas AINS versus quelque chose d'autre, c'est juste, dans ces études-là, quand les patients prennent des AINS, ils avaient 21% de nausées et vomissements post-op, sachant qu'on apprend plutôt que les AINS, avec leur action anti-inflammatoire, ils diminuent les nausées et vomissements post-op. Et en fait, quand on se penche un peu plus sur les études, souvent c'était AINS versus paracétamol, et on voit qu'il y avait plus de nausées et vomissements dans le groupe paracétamol, mais ce n'est pas spécifié ici. L'autre critère de jugement principal, c'était autre événement indésirable. Et en fait, ce critère-là regroupait en lui-même plein de critères. Ça allait du vertige au prurite, avec jusqu'au saignement majeur, aux cardiopathies. Et là, pareil, on a des taux assez élevés de 26%. Et en fait, on a à peu près le même problème, c'est-à-dire que ça regroupe un peu tout. Par exemple, l'étude qui tire un peu tout vers le haut, l'étude de Erdogan ici, qui date de 2018, il dénombre 70% d'autres événements indésirables. Et en fait, en lisant l'étude, l'événement indésirable principal, c'était des vertiges, sans qu'il y ait plus de précision. Donc, encore une fois, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire grand-chose de cette info. Mais ce que cette étude a fait quand même, c'était de recenser les événements indésirables graves. Et ils ont dit, dans cette étude, les auteurs signifient qu'il n'y a pas eu d'événements indésirables graves. Et ils disent donc saignement majeur après une intervention, événement cardiovasculaire, événement rénal. Donc même si elle a beaucoup de défauts, elle envoie un signal plutôt favorable dans l'utilisation des AINS et la chirurgie bariatrique. J'espère que je vous ai un peu convaincu d'un signal plutôt favorable sur l'utilisation des AINS en chirurgie bariatrique. Maintenant, je vous ai parlé des AINS standards, je voudrais vous parler des inhibiteurs de COX-2. Et ici, encore une fois, les recommandations de la SFAR de 2016 qui ne recommandent pas les inhibiteurs de COX-2 dans le cas des patients athérothrombotiques. Pourquoi? Alors en fait, c'est un mécanisme, c'est par rupture d'homéostasie. On voit que les inhibiteurs de COX-2, ils stimulent la production de prostacycline 2, qui ont plutôt une action de vasodilatation et de fluidification du sang par inhibition de l'activation plaquettaire. A l'inverse, les COX-1, via la thromboxane A2, vont avoir plutôt un effet de vasoconstriction et de formation plaquettaire. Et quand les deux fonctionnent ensemble, on a une espèce d'homéostasie qui fait que le sang circule bien. Or, avec les inhibiteurs de COX-2 spécifiques, on va avoir une rupture de cette homéostasie avec plutôt un mécanisme d'agrégation plaquettaire, ce qui favoriserait les mécanismes athérothrombotiques. L'étude un peu princeps qui parle du risque cardiovasculaire des inhibiteurs de COX-2, cette étude qui est assez ancienne, qui a 20 ans, qui a été publiée dans le New England et qui parle des événements cardiovasculaires lors de la prise de coxib uniquement chez des patients qui ont une chirurgie cardiaque. Il y a 3 groupes, un groupe placebo plus valdecoxib, donc c'est la forme Peros d'un coxib, et un groupe où il y a une forme, le parecoxib qui est la forme IV pendant 3 jours, puis après la forme Peros, donc le valdecoxib. Et là, on voit que dans le groupe où il y a les 2 médicaments, donc la forme IV en fer opératoire et la forme Peros, on a plus d'événements cardiovasculaires. C'est assez parlant, je trouve, sur la courbe de Kaplan-Meier. Donc, quand on a les 2 médicaments, il y a plus d'événements cardiovasculaires sans qu'il y en ait un type qui se démarque plus que les autres. Donc là, on a quand même un signal défavorable
dans ce type de chirurgie-là. Mais qu'est-ce qu'il en est des chirurgies non cardiaques, ce qui plutôt nous concerne dans le cas de nos patients bariatriques? Et ben, il y a cette analyse post-hoc qui revoit un peu plein d'études qui sont intéressées au sujet. Là, ce n'est pas des patients bariatriques, c'est juste des patients avec des chirurgies non cardiaques, avec deux types d'analyses. Une étude sur le parécoxib seul, donc c'est la forme orale, la forme IV de l'inhibiteur de COX-2, et une étude qui inclut et la forme IV et la forme PEROS. Il n'y a pas d'étude que pour la forme IV, la forme PEROS, pardon. Et on voit qu'il n'y a pas plus d'événements indésirables cardiovasculaires chez ces patients-là dans le cadre d'une chirurgie non cardiaque, avec une non-significativité du nombre d'événements. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étude n'a pas exclu les patients qui avaient des facteurs de risque cardiovasculaire, bien au contraire, ils ont fait une analyse en sous-groupe en fonction du nombre de risques cardiovasculaires. Et on voit que quand ces patients avaient jusqu'à 2, ils sont arrêtés à 2, mais 2 ou plus facteurs de risque cardiovasculaire, là encore, on n'avait pas plus d'événements associés. Donc encore une fois, un signal plutôt rassurant. Bon. Donc à l'oral, encore une fois, donc, pour moi, il ne faut pas proscrire les AINS après une chirurgie, en péropératoire d'une chirurgie bariatrique. Par contre, ils doivent être proscrits au long cours. Et je pense qu'il faut adapter le choix des AINS en fonction des facteurs de risque des patients, notamment si les patients ont plus des facteurs de risque cardiovasculaire avec une insuffisance cardiaque, peut-être privilégier les inhibiteurs de COX-2 ou en fonction du risque de saignement. Donc aller vers une médecine plus personnalisée. Merci de votre attention.